Il faut que je vous raconte qu'on est en train de préparer un voyage. Moi, j'ai besoin vraiment d'anticiper beaucoup et mon mari aime bien faire à l'arrache, comme on dit, donc complètement au dernier moment. Donc il s'en fiche de l'endroit qu'on va louer, il s'en fiche de plein de choses et moi, je focus sur les détails et c'est vraiment, vraiment compliqué. La date du départ approchait, j'ai commencé à me dire j'ai pas du tout envie d'y aller en fait. Ça m'attire absolument pas et je commençais à être un peu anxieuse, angoissée. Ben ça a pété, hein, j'ai pleuré à fond et puis on s'est rendu compte, à chaque fois c'est utile ces moments-là, que j'avais besoin de pouvoir me projeter pour pouvoir commencer à me réjouir en fait. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à regarder les locations, tout de suite de m'imaginer voilà, dans un endroit particulier, ça m'a vraiment redonné envie d'y aller en fait. Après évidemment ce qui vient c'est la terrible angoisse par rapport au fait de prendre l'avion. Alors il n'y a pas que la peur d'un accident, il y a vraiment l'aspect social. Je vais aller dans un aéroport, il y aura plein de monde. J'ai vraiment du mal à trouver les bonnes infos sur les panneaux. Oui, mon conjoint peut gérer ce genre de choses, mais je pense que j'ai l'attitude de me dire je suis adulte et je devrais savoir faire ça. Je pense vraiment qu'il va falloir que je le suive, bêtement, hein, c'est un mot très péjoratif, mais c'est ce que je ressens et me laisser guider, c'est ce qui pourrait me permettre de me détendre. Faire la queue, alors en plus j'ai la station debout pénible, j'ai pas de carte prioritaire handicap pour le moment, j'ai pas fait la demande. Ben, c'est au bon vouloir des gens en fait, est-ce qu'on va oser demander à passer? J'ai tellement de questions que j'aurais besoin en fait de répéter le film sans arrêt, comme un skieur qui doit descendre en compétition. Il répète son trajet avant dans la tête, on le voit bouger comme ça. Moi j'ai besoin en fait quand il y a une situation un peu différente de d'habitude, particulière, de vraiment anticiper le plus possible de détails. Ça me fatigue d'être comme ça, je me juge. Je me sens très très vulnérable. Quand je suis chez moi, je suis vraiment rassurée. Je sais comment m'isoler si ça va pas. Une fois de plus, qui peut paraître anodin pour n'importe qui, peut vraiment, moi, m'angoisser pendant des jours, pas dormir, pleurer sans arrêt tous les jours, jusqu'à ce que je me dise mais attends, on fait ça pour passer un bon moment, quoi. Si ça te met dans cet état-là, c'est vraiment dommage. Alors voilà, je me raisonne, je me dis je vais prendre sur moi, mais c'est très très difficile et inconfortable. Donc j'ai du mal à me projeter dans la joie de ce voyage. C'est bizarre à dire, mais je m'imagine dans les rues d'une autre ville et je me sens comme si tout le monde autour pouvait me faire du mal. Juste parce que j'ai pas mes repères. Voilà. C'est vraiment étrange en fait. Je me rends compte quand je l'explique, mais c'est très violent en fait. Oui, le mot c'est vraiment l'insécurité avec une grande peur. C'est vraiment énervant parce que je sens que j'arrive pas à vous dire l'intensité de ce que je vis. Je trouve pas les mots. Imaginez-vous au milieu d'une meute de loups. Vous avez votre conjoint pas trop loin, mais il sait pas gérer les meutes de loups non plus. Vous faites votre signe de croix si vous êtes croyant et advienne que pourra et il y a un gros stress qui monte. C'est un peu risquer sa vie en fait. C'est vraiment l'impression d'être en tension permanente et sur la défensive pour tout. Qu'est-ce qui va bien pouvoir m'agresser d'une minute à l'autre? C'est en fait, je pense, la peur du meltdown, la peur de que je décroche en fait, que j'arrive pas à rester un être humain lambda et que je vais décrocher et partir dans des sphères. Voilà, c'est exactement ça en fait. J'ai peur de plus être dans mon corps, de plus contrôler ce qui se passe pour moi. Voilà, j'ai peur que ça gâche le séjour, qu'on passe pas de bons moments et qu'on ait de mauvais souvenirs. Bref, ensuite, il y a l'avion lui-même. Je pense au pire scénario qui pourrait arriver, parce qu'en plus, il faut choisir sa place sur l'avion, dans l'avion. Peut-être que si ce jour-là, j'avais pris une place à un autre endroit, j'aurais pas eu cet accident d'avion qui va arriver. Enfin, ça part en vrille et chaque décision est tellement lourde à prendre en fait, tout est calculé au millimètre. Je réfléchis longtemps avant de choisir la place dans l'avion, plus de place pour les jambes, je suis vers l'issue de secours, voilà oui mais je serai au-dessus de l'aile, du coup je vais pas voir le paysage et puis de quel côté on va être, de quel côté faudrait que je sois pour voir le paysage le plus intéressant et oh là là mon dieu, bon, j'ai oublié de dire que je stresse évidemment des contrôles à l'aéroport, j'ai pas du tout envie qu'on ouvre ma valise parce que je prépare ma valise très très bien, c'est-à-dire c'est pas au hasard, hein, donc, et je supporterai pas en fait que quelqu'un ouvre ma valise et déjà touche à mon intimité en fait. Pour moi ça va être sale, si jamais ça arrive, je serai dégoûtée de toucher derrière cette personne qui aura fouillé ma valise et en plus ça sera plus dans l'ordre dans lequel je l'avais mis. Évidemment je dirai rien, mais je risque derrière de faire un vrai shutdown avec des larmes qui vont venir derrière et j'ai toujours ce recul de me dire mais regarde, c'est pas normal d'être comme ça et ça je pense c'est un truc qui me blesse en fait. Il faut vraiment que j'arrive à me dire ok je fonctionne différemment et à l'intégrer et à être super indulgente et bienveillante envers moi.
Bon, ben ok, tu fais une crise de larmes parce qu'on a fouillé ta valise. En arrivant sur le lieu où on va dormir, il va falloir que tu replies tout, que tu secoues tout à la fenêtre de manière symbolique pour faire partir les énergies des gens. Enfin voilà quoi, ça part en vrille. Alors après, pour la réservation du logement, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, parce que hier, j'ai eu un gros pétage de plomb, quoi. Tard dans la nuit, jusqu'à 5 heures du matin, où j'ai dû regarder absolument toutes les annonces possibles pour choisir notre logement qui serait le mieux, quoi. Tous les détails sont pris en compte, évidemment. Il faut que je regarde beaucoup les photos pour analyser comment est faite la pièce. Est-ce que la chambre est à droite, à gauche? Est-ce qu'il y a une fenêtre assez grande? La lumière va rentrer? Tiens, ils ont pris une photo de nuit, du coup, je vois pas la luminosité. Oh, la fenêtre est un peu haute. Est-ce que je vais pas me sentir anxieuse dans cet endroit-là? J'ai toujours des problèmes de choix au restaurant, c'est insupportable. J'arrive pas à choisir. J'ai l'impression que je joue ma vie et que je vais passer à côté de quelque chose de tellement important. C'est maintenant ou jamais, j'ai pas d'autre chance d'avoir un logement agréable, c'est là. Et mon mari, du coup, m'avait fait la surprise une fois à Noël de prendre un logement comme ça, de m'emmener sans savoir où j'allais. Donc j'étais OK à la base pour la surprise. Je savais à peu près où c'était, je lui ai demandé quelques infos. Il se trouve que quand je monte à la mezzanine, déjà, j'ai peur parce que j'ai le vertige. C'était une échelle de meunier, en fait. Oh, elle est très jolie cette chambre dans cette mezzanine, ça va aller. Et en fait, il n'y avait pas de barrière à la mezzanine. Donc j'ai jamais vu ça en fait, nulle part. Je sais qu'il faut pas s'approcher, je vais pas tomber, mais j'espère que je vais pas vous couler mes angoisses, mais j'ai commencé à paniquer dans le sens où je me suis dit si je suis somnambule cette nuit, j'ai pas envie de tomber en fait. Et quand j'ai pensé ça, et ben c'était foutu, j'ai pas pu dormir, j'ai fait des énormes angoisses toute la nuit. Tout ça pour dire que c'est important pour moi de choisir le logement en regardant absolument chaque détail pour essayer d'avoir le plus d'infos possible sur le logement. Et ça doit absolument correspondre à mon bien-être, comment je vais me sentir là-bas. Je sais qu'il y aura des choses imprévues et que j'aurais pas vu sur les photos. D'ailleurs, donc on avait quasiment choisi un logement qui avait l'air super au milieu de la campagne et puis on a eu l'idée, en fait, on a réussi à retrouver le logement par Google Maps, donc par un coup de bol incroyable. Et en fait, on s'est aperçu que la maison qui était censée être à la campagne était à côté de proches voisins et qu'il y avait une immense route qui passait en faisant plein de bruit. Alors aussi, je dissèque tous les commentaires des gens pour les logements parce que au milieu des 70 commentaires, il y aura peut-être une personne qui sera comme moi et qui aura dit tiens, le chien de la voisine a aboyé, ça m'a dérangé, ou alors le débit de l'eau dans la douche n'est pas suffisant, et moi ce genre de truc, j'ai besoin de le savoir. Ça peut me gâcher vraiment la journée, être très très mal, être énervée, avoir une mauvaise relation avec mon conjoint. Bref, c'est des détails super importants. Je pense que cette vidéo va être longue, désolée. Quand j'en ai eu très très marre de chercher longtemps, j'ai commencé à m'énerver après mon conjoint qui m'aidait pas parce qu'il avait dit je m'en fous, moi n'importe où ça me va. Et là il a fallu que je lui explique qu'en fait j'avais vraiment besoin de ces critères aussi, même s'ils n'étaient pas importants pour lui, que ça me permettait de prendre mes décisions. Ça va m'influencer dans un sens ou dans l'autre parce que je suis beaucoup trop indécise et que j'y arriverai jamais. Hein. C'est mignon parce que hier il m'a même dit, il me le dit souvent, mais que je suis attachante dans mes difficultés. C'est what the fuck quoi. Et là on a choisi deux trucs, je sais que ça collera pas 100%. J'ai toujours le problème de vouloir que ça soit absolument parfait selon mes critères parfaits. Il y a encore autre chose. Point de vue budget, tout ce qu'on peut louer, c'est chez quelqu'un en fait. Donc pas forcément juste une chambre, mais avoir un petit logement, une annexe chez quelqu'un un peu indépendante. Mais c'est le un peu indépendante qui me pose un gros problème. J'ai besoin de savoir que la personne qui nous loue ne sera pas envahissante. Ça nous est arrivé une fois, on a loué un logement complètement soi-disant autonome et indépendant dans la maison de la personne. Il y avait une salle piano, on joue du piano avec mon mari, elle vient, elle arrive et elle joue avec nous, quoi, sans nous demander. Enfin, je veux dire, pour moi, je me suis écroulée, c'était insupportable. Dans la soirée, on revient chez nous, donc dans cette partie de logement, et on trouve la propriétaire assise chez nous, en chemise de nuit, et elle était sur son ordinateur chez nous. Et elle nous regarde, elle dit, je capte pas bien internet dans ma chambre, du coup, je suis venue ici. Et là, je suis restée scotchée. On n'a pas terminé notre séjour, on est parti et puis j'ai pas osé lui dire directement quoi en fait. Des fois je me dis que ça serait vachement plus facile si j'étais désinhibée. Voilà pourquoi c'est très important pour moi de me renseigner sur, encore une fois en lisant les commentaires, sur si les propriétaires sont envahissants ou pas. Tout le monde dira il est très bien machin et tu auras une personne qui va dire ils étaient un peu trop présents. Et moi là du coup voilà, après avoir passé des heures à disséquer toute l'annonce et tout machin, hop je ferme, celle-là c'est fini, c'est pas possible. Et là, sur une annonce, on avait un doute sur le jardin, s'il était partagé ou pas. Et du coup, on a envoyé un message et on a expliqué que j'étais autiste et que j'avais besoin d'être sûre que je rencontrerais personne. Est-ce que vous pourriez rester en retrait? On a juste besoin de vous voir pour venir et repartir. Et c'est bon, en fait, c'est dans un pays étranger. Donc, je me dis peut-être que ça change parce qu'en France, je reçois souvent des très mauvaises réactions quand je fais des demandes. Et donc, la personne a dit aucun problème, je comprends tout à fait, elle sera tranquille, je viendrai pas. Et voilà. Donc, c'était hyper rassurant.
Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Finalement, il y a quelques tips dedans. D'ailleurs, je vous prépare une prochaine vidéo de tips pour autistes où je passe en mode coach. Je vais pouvoir discuter de certains thèmes que j'ai envie d'aborder depuis longtemps avec vous. À bientôt! Alors voici la vidéo qui suit celle des préparatifs de voyage en tant qu'autiste. Et cette fois, je suis en Angleterre et je vais vous raconter un peu mes péripéties. Alors bien sûr, la veille du départ, comme je stressais pour prendre l'avion, pour aller à l'aéroport et tout ça, et ben, je me suis réveillée plein de fois dans la nuit et notamment, le matin, j'étais incapable d'attendre, que mon réveil sonne. En fait, je me réveille toutes les 5 minutes en ayant peur qu'il sonne pas, même si j'ai vérifié 50 fois la veille. Donc c'est toujours frustrant parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil pour être sûre d'être en forme après pour supporter ce qui va se passer et là, ben, mal dormi. Alors l'arrivée à l'aéroport, a été très compliquée pour moi parce que là, je vois des milliers d'inscriptions, des gens partout et je comprends absolument rien dans quel sens il faut que j'aille. Au quotidien, j'ai les troubles exécutifs qui sont là en permanence et bon, je m'en suis totalement remise, à mon conjoint en lui disant: «Reste bien près de moi» et je me suis accrochée à son bras. Alors déjà en premier, je vais aux toilettes et j'ai failli, vomir tellement ça sentait mais mauvais, mauvais. Point de vue autistique, vu que mes sens sont très, très développés, donc là, j'ai déjà commencé à perdre de l'énergie. On était à peine arrivés à l'aéroport et ensuite, on a vraiment eu la chance que, le personnel tienne compte de mon certificat médical de station debout pénible et douloureuse. Donc on a réussi à prendre le coupe-fil grâce à ça et heureusement parce qu'il y avait des files d'attente mais immense et comme vous le savez peut-être si vous avez suivi mes stories, j'ai pas pu emmener mon siège pour m'asseoir. Donc ça c'est plus lié à une maladie génétique, au SED que j'ai. Mais le côté je shift en panique parce que je vais pas pouvoir m'asseoir, ça c'est plus la panique autistique en fait. Pour parler d'intensité, c'est un peu comme si j'avais fait une grande randonnée, j'étais très fatiguée et je me dis c'est bon, je suis arrivée en haut de sommet. Et en fait, que je réalise en passant le sommet qu'il y a un deuxième sommet qui m'attend. Là, vous avez les larmes, le découragement et la fatigue. Voilà, donc moi, ça me le fait dans les premières minutes où j'ai la moindre difficulté qui se met en travers de mon chemin. Ça me paraît vraiment une montagne au sens propre. Pendant les préparatifs, j'ai énormément stressé parce que j'avais lu qu'il fallait pas emmener ci, pas emmener ça. Et j'ai vraiment suivi au pied de la lettre. Donc, je me suis pris la tête toute la semaine avant. J'ai fait que ça. Et en fait, au moment du contrôle, ben, ils s'en foutent un peu, faut bien le dire. Donc, voilà. Donc voilà, encore une fois, j'ai stressé pour rien, mais ça, je peux pas le savoir à l'avance. Et même le risque qu'il y ait quelqu'un qui m'arrête pour me dire: «Hé, vous là!» Ça, c'est quelque chose de très angoissant pour moi parce que je sais que je perds tous mes moyens au moment où je dois me justifier. Je sais plus qui je suis, je vais paraître louche parce que je vais dire n'importe quoi, donc voilà. En attendant l'avion, ça a été vraiment très difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit et je pense que j'étais déjà à ma moitié de ma réserve d'énergie. J'avais déjà grillé la moitié en quelques minutes, voire heures. Bah, j'ai dû mettre mon casque, avec la musique pour essayer de me concentrer, pour, m'imaginer chez moi, en fait, dans un endroit, vraiment rassurant pour moi et me revoir dans mon salon, dans ma chambre et ça m'a vraiment apaisée. Ça a été vraiment très, très précieux et puis on s'est retrouvés dans la zone d'embarquement et j'étais contente d'être bientôt à l'avion, en fait, que ça s'arrête et que, on avance, en fait, que tout ce que je pouvais pas supporter facilement, ça s'arrête bientôt. Et malheureusement, il y a eu du retard, donc on a dû rester, debout dans comme un parc à bestiaux, en fait, tous les uns à côté des autres et la chaleur a commencé à monter, beaucoup, la température. Je suis très sensible aussi à la température, à la chaleur et j'ai senti que ça montait, à mes joues. J'ai commencé à paniquer parce que c'est une sensation qui est vraiment difficile pour moi à vivre et là, je me suis dit: «Si ça dure encore plus de 5 minutes», j'ai dit à mon mari: «Il faut que j'aille ailleurs, je pars, je sais pas» et je vais avoir une crise d'angoisse, en fait. J'ai essayé de me rafraîchir un peu le visage et de toujours penser à autre chose, en fait. J'ai survécu et là, je pense que j'étais à 70 de déchargement de ma batterie, donc il m'en restait plus beaucoup déjà et il fallait prendre l'avion et là, bon, bah, c'est la trouille et dès que je rentre dans cet avion, en plus qui est tout petit, je me suis rendu compte que j'étais assise vers le hublot. En fait, c'était censé être cool pour moi, pour que je sois moins claustrophobe, pour voir dehors, mais en fait, j'étais complètement esquichée, comme on dit dans le Midi, dans un coin quoi, resserrée, et dès que je me suis assise, j'ai senti vraiment encore une fois la panique où je me suis dit: «Je vais pas pouvoir, supporter un trajet d'1 heure et demie enfermée contre, un hublot avec du monde partout, où je peux pas bouger» et j'ai regretté de pas avoir pris, le siège sur, côté rangée en fait. Parce que bon, on a beau être dérangé par tous les gens qui passent, on sent cette espèce de liberté de pouvoir sortir si jamais il y a un truc donc à noter pour une prochaine fois.
Donc là encore, pchit pchit de rescue et essayer de respirer calmement, remettre la musique sur mes oreilles en attendant que l'avion décolle et en fait, on nous annonce que, l'avion, aura 45 minutes de retard. Donc on est tous embarqués parce que, ils n'ont pas d'essence. Il y a des grèves, donc ils doivent attendre que, le bon vouloir d'un camion qui voudra bien leur mettre un peu d'essence. Donc voilà. Et là, j'ai pleuré en fait parce que je supportais déjà beaucoup et j'attendais avec impatience le décollage. J'étais vraiment à 2 doigts, je pense, de faire une crise autistique où il aurait fallu, qu'on appelle quelqu'un, qu'on me sorte d'urgence, sur le tarmac. C'est très dur, ce moment où on sent que ça va basculer. Je me suis dit: «Je vais pas arriver à finir la journée en fait». Je suis déjà à 95 de vidage de batterie et on en est juste au début du voyage. J'ai encore mis du pchit d'anti-stress. Et en fait, quelque temps après, ils ont annoncé que c'était pas 45 minutes, mais sans doute bien plus qu'il faudra attendre parce qu'ils ont aucune nouvelle. Et en fait, le pilote qui donnait l'annonce, il a dit, «Ben, par contre, nous vous invitons à venir nous voir dans le cockpit, si vous voulez». Et ça, d'un coup, ça je me suis dit: «Ah, je vais pouvoir me lever, je vais pouvoir faire autre chose, je vais pouvoir», enfin, c'était: «Oui, oui, oui, on y va, on y va, on y va». Et pour faire un espèce d'état séparateur, avec, mon anxiété et mon angoisse, pour essayer vraiment de penser à autre chose, en fait. Donc on s'est précipités tous les 2 pour aller visiter, le cockpit et rencontrer les pilotes et ils étaient mais adorables, super drôles, pleins d'humour. On a discuté avec eux et là, tous mes soucis se sont envolés en une seconde, quoi. J'ai rigolé, je me suis détendue, j'ai parlé anglais un peu avec le le pilote, je me suis dit: «C'est bon, c'est exactement ce dont j'avais besoin, un truc pour, passer à autre chose, pour minimiser ce qui se passait». Mais j'aime pas minimiser, attention à ça, il faut prendre en compte ce que vous vivez, mais pour essayer de relativiser, pour moi, c'est mon choix, voilà, c'est pas quelqu'un qui me dit de relativiser, mais j'ai eu envie de relativiser parce que j'étais coincée dans cette situation difficile, donc j'avais pas le choix de toute façon, voilà, à moins de sortir et de pas aller en voyage. Donc j'ai choisi de relativiser et de sauter sur cette occasion, de joie, de moments convivial et ça m'a complètement guérie. Je suis vraiment surprise parce que c'est très rare que j'arrive à refaire, mes réserves d'énergie quand je les ai perdues, surtout si vite. Des fois, il me faut des jours, voire des semaines pour récupérer et je le sais que si on met quelque chose de sympa, on peut aller plus vite pour récupérer. Mais là, vraiment, c'était instantané, quoi. Je l'ai senti dans mon corps, en moi, j'ai dit: «Ça y est, c'est bon, j'ai plus d'angoisse, c'est fini et je vais pouvoir prendre ce voyage avec beaucoup plus de détachement» et ça m'a fait un bien fou. Et puis le décollage, donc le décollage, moi je déteste les manèges et pour moi c'est un manège donc ça va vite, ça secoue, les larmes aux yeux encore à me cramponner, à dire, «C'est bon, je joue ma vie, je vais crever, quoi». Et en fait, dès que j'étais en l'air et ben, je me suis dit, «Bon, bah, voilà, maintenant tu es en l'air, de toute façon, si tu tombes, tu meurs, donc bon, tu profites parce que là, pour l'instant, tu meurs pas». Donc j'ai regardé le paysage et c'était vraiment fantastique, magnifique. Bon, il y a eu, des zones de turbulence et là, je me suis accrochée, mais accrochée à mon mari parce que c'est très anxiogène. Et après, tout le trajet, ça y est, j'étais, détendue, je passais mon temps à dire à mon mari, «Regarde, c'est beau les nuages, là, il y a ça en bas et ça en bas» et j'étais tellement bien de me dire, j'avais l'impression d'être, vous savez, j'ai un petit côté un peu, spirituel, un peu, perché et j'avais l'impression d'être, je sais pas, comme si j'étais, avant mon incarnation sur terre et j'étais, waouh, je pouvais être en connexion, avec, l'origine, quelque chose qui était là avant que je sois incarnée et c'était hyper apaisant pour moi. Donc voilà, évidemment, l'approche, du sol, ensuite, de l'accouchement, j'allais dire, c'est intéressant le mot qui m'est venu, hein, l'atterrissage, très intéressant le mot. L'atterrissage, bon, était, plutôt effrayant, mais j'avais, la joie de me dire: «C'est bon, j'arrive sur, une terre, d'un autre pays et puis c'est fait, tout ça et ça va aller, quoi». Donc l'atterrissage, ça secoue, mais vivement qu'on sorte, vite, vite, vite et puis voilà. Voilà pour le voyage en lui-même. Sur le territoire anglais, tout de suite, j'ai pu découvrir, beaucoup observer ce que j'aime beaucoup faire, donc observer, les attitudes des gens, tout ce qui est différent de chez nous. C'est vraiment mon domaine de prédilection et j'adore faire ça, donc c'était vraiment agréable. Et là, à notre location, un truc incroyable, miraculeux, étonnant, surprenant est arrivé et je tenais vraiment à le partager avec vous. Moi qui, en France et à la maison, enfin, ai tellement de mal à entrer en communication avec les gens, c'est toujours mon mari qui va demander un renseignement parce que moi, je suis pétrifiée. Et ben là, il se trouve que le propriétaire de notre logement est venu frapper à la porte quand mon mari était occupé. Du coup, j'ai dit: «Ah, il y a le propriétaire, eh ben, j'y vais». Oui, voilà, le miracle. Et ben, j'y suis allée et j'ai ouvert la porte et j'ai parlé au monsieur qui m'a parlé en anglais.
Donc j'ai pas un super niveau d'anglais. J'ai été super contente. J'ai pas hésité en fait. Donc ce qui est surprenant, et ça s'est vérifié beaucoup par la suite, c'est qu'en fait plusieurs fois au cours du séjour, je suis allée parler aux gens volontairement. Et en fait j'ai réfléchi comment ça se fait que j'étais si enthousiaste pour le faire alors que c'est vraiment ma bête noire en temps normal. Il n'y a pas d'attente envers moi parce que les gens comprennent tout de suite que je suis étrangère, donc ils sont indulgents, donc ils prennent le temps de m'écouter, donc ils vont pas me juger et ils me répondent très gentiment. Je sais pas, c'est un défi pour moi, c'est un jeu. En fait, j'ai rien à perdre, voilà, j'ai rien à perdre. Alors qu'en France, quand je vais demander quelque chose, on voit ma différence parce qu'on voit que je suis française. On va pas comprendre pourquoi j'hésite, pourquoi je bug sur certains mots. Alors que là, dans un pays étranger, c'est tout à fait normal. Pas d'attente, pas de jugement, beaucoup de bienveillance et de la compréhension. La personne cherche à me comprendre et la seule raison pour laquelle on pourrait ne pas me comprendre, c'est parce que je suis étrangère. Alors qu'en France, c'est parce que je suis handicapée, mais on ne peut pas le savoir. Donc, il y a des jugements. Alors du coup, c'est vraiment une super révélation. Je suis tellement plus aussi bienveillante envers moi-même parce que c'est tellement plus normal de chercher mes mots en anglais qu'en français où c'est ma langue maternelle. Donc j'ai une espèce de honte. Bref, c'est cool. Alors question petite routine, j'ai fait une espèce de crise de désespoir parce que mon mari, sans faire exprès, a pris mon shampoing que j'ai prévu dans un tout petit flacon spécial pour l'avion. Et donc j'avais très peu de quantité, mais c'était important que j'ai mon shampoing de la maison pour pouvoir garder mes repères et retrouver vraiment cette odeur, cette habitude de ce shampoing. Et il en a pris la moitié de la bouteille et j'étais dans un état mais catastrophique. Je dis comment je vais faire pour me sentir bien dans ce logement si j'ai pas mon shampoing en fait. Donc ça va vraiment loin. Après bon ben voilà, j'ai fait autrement, mais c'était vraiment dur sur le coup. Quand il a fallu installer, parce que quand j'arrive dans un endroit, une location, j'ai besoin de m'en sentir chez moi et je commence par installer toutes mes affaires. Il faut que je le sente, c'est-à-dire, est-ce que je mets la brosse à cheveux là? Ah non, je le sens pas, je la décale de quelques centimètres et ça peut durer longtemps en fait pour que j'ai vraiment mes repères et que je me sente bien, que j'ai l'impression de maîtriser mon environnement. Alors là, on est dans un deuxième logement, il est sale. Donc quand on est rentré, ça puait le chien et donc il y a des taches de pipi partout sur la moquette. Et en rentrant là, encore une fois, mon hypersensorialité olfactive en a pris un coup et tout de suite les larmes m'inondent et j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir rester dans cet endroit parce que c'est trop violent en fait à recevoir. J'ai mis des gouttes d'huile essentielle de lavande partout. Et en plus, les lumières ne fonctionnent pas. Donc sur 10 lampes, il y en a 3 qui fonctionnent. Et ça, je suis par contre sensible à la lumière, donc j'ai besoin de beaucoup de lumière pour me sentir bien, j'ai besoin de sentir que mes pupilles se rétractent, en fait, ça fait vraiment un grand bien physique, donc je peux pas supporter en fait d'être dans une pièce pas assez éclairée, j'ai l'impression que ma vue diminue de plus en plus, que je vois de plus en plus noir, j'ai un besoin vital d'aller vite allumer quelque chose et me mettre devant cette lumière. Donc on a essayé d'allumer des bougies, pour la petite histoire, j'ai allumé une bougie en plastique qui a donc fondu, c'était une imitation. Mais bon, il y avait des allumettes dessus, il y avait de la cire fondue dessus, je ne pouvais pas savoir en fait. Il a fallu que je nettoie le frigo qui était dégueulasse. Ça pour moi, il y a quelques années, mais je partais direct, je pense. Je ne pouvais pas rester. Maintenant, j'ai vraiment réussi à faire des progrès sur certains domaines sans vraiment le chercher, mais je vois qu'il y a des domaines qui ont bougé en fait. Ça ne veut pas dire que vous, si vous connaissez des autistes qui ont des difficultés, il faut les forcer en disant tu vas t'habituer, tu vas voir, ça va aller mieux. Ah non, c'est vraiment horrible à vivre, donc laissez-les faire leur truc. Mais ça se peut que 10 ans après, ils n'aient pas les mêmes difficultés, elles soient différentes. J'en ai beaucoup qui sont apparues, et j'en ai certaines qui ont disparu. Par exemple, la propreté, je ne pouvais pas venir dans un logement de location sans laver toute la vaisselle avant, je ne pouvais pas manger dedans, je faisais tout le ménage, la cuvette des toilettes, tout. Me voilà de retour en France et je vais continuer de vous raconter mes péripéties. Donc pour me trouver à l'aise dans cette maison, j'ai imaginé à un moment qu'il y avait des enfants qui couraient dans la maison, des gens joyeux qui montaient et descendaient les escaliers, des fêtes et tout ça. Et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a réconciliée assez rapidement avec cette maison. Alors à un moment, j'ai dû récupérer mon mari à la gare, aller le chercher en voiture, donc en roulant à gauche. J'étais dans un virage, c'était super difficile de sortir du terrain où on était. Et à peine je commence ma manœuvre en plein virage alors que des voitures pouvaient arriver à droite et à gauche. J'entends bip dans la voiture, des alarmes, bip bip, des voyants. Je dis oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais en plein carrefour, j'ai dû continuer à conduire. Et une fois que j'étais lancée sur la route, en fait en Angleterre, il n'y a pas de bas-côté pour se mettre sur le côté pour s'arrêter. Donc à peu près dans le carrefour, je commence à
à essayer de regarder le voyant et je vois un frein, un truc comme ça. Je manipule comment ça s'appelle, le levier de frein et puis je continue et puis ça va pas mieux, ça sonne et tout. Et je commençais à sentir la voiture qui répondait plus, qui accélérait pas correctement. Donc en fait, j'étais vraiment dans la panique. Il faut que je continue mon trajet jusqu'à la gare, qui était qu'à 5 minutes, parce que j'ai pas envie de me retrouver à devoir demander de l'assistance en anglais, être perdue au milieu de la route. Donc voilà, j'ai continué et je suis arrivée à la gare. Mon mari est arrivé et en fait, on a senti que ça sentait le cramer, mais vers les roues, c'était incroyable. Et je tremblais de partout, quoi. Et en fait, on pense que j'ai roulé avec le frein à main et que quand j'ai vu le voyant de frein s'allumer, j'ai compris qu'il fallait l'enlever, mais en fait, mon réflexe a été de le mettre et je pense que j'ai serré le frein encore plus. Voilà, donc ça fait partie des troubles exécutifs. Et voilà, difficile d'analyser une situation quand il y a de l'urgence, notamment de trouver les bonnes étapes, d'être dans la logique. Et voilà, j'ai paniqué parce que dès le départ, c'était difficile de sortir de ma place où j'étais garée. Petite anecdote parmi d'autres. Donc je me suis retrouvée à parler aussi au restaurant avec la serveuse qui m'a demandé des choses à moi parce que je mange sans gluten, donc il a fallu que je lui dise. Je me suis vraiment surprise en fait, je me suis sentie libre de tout ce carcan social que j'ai en France. Et je pense que peut-être si j'avais un signe distinctif comme quoi je pourrais avoir des difficultés de communication, que ce soit pas un handicap invisible, en France aussi peut-être que je pourrais me sentir à l'aise. Alors par contre, il y a sûrement autre chose parce que dès que je suis rentrée en France, la première station-service sur l'autoroute, j'étais tranquille à regarder les produits et à côté, il y avait deux dames qui ont parlé français donc. Et là, ça m'a fait un choc en fait, j'ai eu peur, je me suis sentie en insécurité, je me suis dit « Oh là là, elles peuvent me parler, il faut que je réagisse comme il faut, il n'y a pas de raison que je les comprenne pas, elles parlent français donc ça va pas le faire si j'arrive pas à leur répondre en fait. » Donc j'ai senti vraiment de la pression qui m'a remise encore dans cette pression sociale. Je ne sais pas d'où elle sort, mais je pense que je vais vous faire une vidéo de tips pour autistes, vous savez, en mode coach, pour analyser toutes ces choses que j'ai remarquées en voyage qui pourraient peut-être vous aider. Alors voilà, on arrive à la fin du voyage et en fait, j'ai pas envie de partir. Je suis triste parce que j'aime bien le fait de m'être sentie libérée de mes difficultés, entre autres, de perdre complètement ses repères tout en ayant mon repère essentiel, mon mari, avec en plus un véhicule de location, donc c'est encore me sentir un peu chez moi, dans une voiture qu'on retrouve tous les jours. Alors on arrive à la fin et à l'aéroport, donc bon, je me suis dit c'est bon, le voyage s'est bien passé, l'aéroport s'est allé la première fois à peu près. J'ai plus qu'à rentrer, puis ça va être un peu long, et puis c'est bon, on est arrivé. Et ben non. J'ai été surprise par une crise que j'ai faite. Je vais vous expliquer. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de monde dans l'aéroport. J'ai pris les devants en mettant de la musique assez rapidement dans mon casque en disant à mon mari, bon, tu me fais des signes pour me parler, je te suis, gère et j'essaye de partir un peu dans ma bulle en même temps. Ça n'a pas trop marché parce que il y avait trop de monde et visuellement j'étais vraiment surstimulée à regarder. Vous savez, comme je vous dis souvent, tous mes yeux, mes yeux sont très attirés par tous les détails, tout ce que je peux voir passer autour de moi, la couleur des vêtements, la forme des visages, les regards, la façon dont les gens bougent, les odeurs, enfin voilà, c'est surstimulant. J'avais un certificat médical, comme je vous l'ai dit, et en fait j'ai pu passer devant les gens, couper la file, et à un moment ils nous disent il faut aller là-bas, les personnes prioritaires pour l'assistance, c'est tout là-bas. Et puis je me retrouve donc dans une salle avec mon mari, enfin une zone dans un grand hall qui était complètement bondé avec des gens qui faisaient la queue. Donc il y avait les familles d'un côté et les personnes avec handicap, difficultés particulières, dans une espèce de petite salle d'attente au milieu de la salle d'attente. Donc c'était ouvert et je voyais le bruit, les gens, il y avait du monde partout. Et en fait, je commençais à observer les gens qui étaient assis là. Et puis il y avait une petite dame avec son petit bébé dans les bras et je vois son regard et elle me paraît tellement triste et en difficulté. Et je me dis... ça se trouve, elle est autiste et ça va pas pour elle, quoi. Ça a commencé à me toucher, en fait. Je réalise que le personnel qui est là pour s'occuper donc des personnes avec difficultés et handicap est complètement stressé et s'agite partout. Ils savent pas trop. On voit que leur rôle est mal défini. Ils ont l'air débordés. Voilà, ils communiquent un peu fort. Donc, je ne retrouve pas ce calme que j'aurais voulu avoir et cette détente et le fait d'être prise en charge. À un moment, il y a 5 fauteuils roulants qui entrent dans cette minuscule zone. Je commence à me sentir vraiment oppressée. J'ai la phobie des hôpitaux déjà et d'un coup j'ai eu l'impression de me retrouver dans un hall d'hôpital avec des gens malades partout. Il y a mon mari, oh là là, ça va pas, j'ai envie de pleurer, donc je pose ma tête sur son épaule. Je lui dis mais ça se finit quand est-ce qu'on va passer? Et il me répond je sais pas, il faut qu'on attende une demi-heure, mais je sais même pas si on va venir nous chercher. Donc le fait de pas savoir si on allait nous appeler
ou s'il fallait qu'on fasse quelque chose, c'était trop pour moi, donc j'étais trop en insécurité. Et en fait, j'ai fondu en larmes complètement. Et je me suis mise à avoir des sanglots. En fait, c'est vraiment mon corps qui a lâché d'un seul coup, un gros shutdown où je contrôlais absolument rien. J'ai pas vraiment vu venir, à part quelques larmes que j'avais envie de verser, mais les sanglots terribles, le corps qui tremble de partout, et les gens me regardaient un peu comme ça. Donc mon mari allait signaler à une dame que j'allais pas bien, et elle me regarde à peine une fraction de seconde, rien n'affiche. Enfin, on n'a pas trop compris si on avait le droit quand même de passer dans la file et d'avancer devant tout le monde, ou s'il fallait encore attendre. Donc mon mari revient et je lui dis, il voit dans l'état dans lequel je suis, donc on se lève tous les deux. Et là, une deuxième dame du staff me voit et vient me demander ce qu'il y a. Donc dans mes sanglots en anglais, je lui explique que je suis autiste et que ça va absolument pas, qu'il faut que je quitte cet endroit le plus rapidement possible parce que c'est pas possible pour moi. Donc voilà, branle-bas de combat, il nous a fait passer devant tout le monde. Et en fait, ils n'avaient personne pour m'assister. Ils pensaient qu'on attendait une personne assistante. Enfin, pour moi, en fait, c'était juste que nous, on voulait aller plus vite dans la file. Donc il y a dû y avoir un malentendu à un moment. Bref, elle a fait signe à tout le monde, les contrôleurs, de me laisser passer. Elle a dit à une dame qui était loin là-bas avec un fauteuil roulant, donc une assistante. Déjà, elle s'occupait d'une personne en fauteuil roulant. Elle lui a dit gère cette personne-là, occupe-toi bien d'elle. Donc moi, je pleurais au milieu de la foule. Et j'avais surtout l'impression que je ne saurais pas comment m'en sortir, que je n'arrivais pas à arrêter ce sanglot en fait. Et ça prenait tout mon corps, c'était vraiment bouleversant. Et dès que cette troisième dame m'a prise en charge, elle m'a prise par les épaules, hein, j'aime pas être touchée, mais bon, j'ai senti sa bienveillance, elle m'a caressé les épaules, elle m'a dit respirez bien, vous allez voir, ça va aller mieux maintenant, il y a moins de monde ici. Elle m'a dit regardez un peu le plafond, essayez de pas voir les gens, enfin vraiment adorablement gentille, avec des petits ma chérie partout. Cette dame a géré donc la personne handicapée dont elle avait la charge, plus nous, et elle a mis tous nos bagages sur le contrôle, à fond la caisse, et heureusement parce que j'étais complètement à l'ouest. Mon mari était débordé avec tous nos bagages, il s'en sortait pas, donc elle nous a vraiment aidés au moment du contrôle de police. Voilà. Voilà pour l'aventure. Après, on a avancé vers une zone qui apparemment était réservée aux personnes handicapées, encore une fois, et qui étaient en difficulté. Donc une salle qui avait l'air, il y avait beaucoup moins de lumière, c'était tamisé, il y avait des fauteuils confortables et les personnes en fauteuil roulant qui étaient basculées sur les fauteuils du coup. Et en fait là, il y avait, je sais pas, 20 personnes assises et une salle de 100 places. J'ai demandé partout, je voudrais m'asseoir là, je voudrais m'asseoir là. Non, personne n'a voulu me laisser la place, ils avaient des sacs partout et ils disent on attend nos familles. En fait, ils passent en prioritaire avec une personne accompagnante, mais le reste de la famille qui prend l'avion avec eux prend la file normale. Donc ils attendent la famille, ils réservent 5-6 places avec leur sac. Donc moi j'étais encore avec les larmes partout et j'ai pas eu le courage de batailler et de leur dire écoutez, d'accord, ils arrivent, mais là c'est moi qui suis handicapée, j'ai un problème et j'ai besoin de me reposer et de m'asseoir. Voilà, on n'est pas resté dans ce coin parce que c'était impossible pour moi. Et en fait, on a appris qu'il y avait énormément de monde qu'on tombait très très mal parce qu'il y avait eu la grève en France la veille, qu'ils n'avaient pas pu retourner en France, ces gens-là, et prendre leur avion. Donc il y avait tous les gens de la veille, de tous les avions de la veille, qui prenaient leur avion aujourd'hui. Et voilà pourquoi c'était l'horreur. Après, le hall était surchargé, j'ai vraiment eu du mal à revenir. En fait, j'étais pas bien du tout, j'étais vraiment à l'ouest. Donc on s'est assis par terre et on a mangé comme on a pu parce qu'il y avait des foules monstres. Dans l'avion qui, à l'aller, j'étais vraiment claustrophobe. Là, c'était plus, mon Dieu, un cocon rassurant, je vais avoir la paix, il y a moins de monde, il bouge pas et on va rentrer, on est bientôt arrivé chez nous. Oui, ce qui m'a aidé aussi, c'est de respirer la lavande en fait. J'ai de l'huile essentielle dans mon sac et respirer cette lavande, d'un coup, je me voyais dans le midi et ça m'a détendue. J'ai vraiment oublié de m'ancrer en fait. Ce qui aurait pu être utile, c'est de m'ancrer dans, pareil, je me vois dans un endroit paisible, agréable et j'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai vraiment été débordée trop vite. Et j'ai oublié de passer par cette étape. Ce qui m'a manqué aussi, c'est d'être suffisamment préparée sur les étapes dans l'aéroport parce que je me suis laissée aller en confiance auprès de mon mari, il allait gérer ça, mais en fait, je pense que j'avais vraiment besoin de savoir. J'arrêtais pas de lui demander, j'arrivais pas à intégrer. Il me disait, on doit passer ce stade et ce stade, tel contrôle, telle barrière, et j'arrivais pas à m'en rappeler. En fait, j'étais obligée de lui demander tout le temps et je finissais par plus demander, mais j'étais vraiment en inconfort, quoi. À bientôt, n'hésitez pas à partager vos idées en dessous de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette aventure. À bientôt et bon courage si vous devez voyager.